Paris Saint-Germain, Inter Milan, les deux équipes joueront donc à Munich pour ramener la coupe à la maison. Alors, deux équipes qui ont récemment perdu en finale et ont évidemment une surmotivation. Les Parisiens sont-ils enfin prêts à conquérir l'Europe? Luis Enrique et son groupe si jeune rêvent de tripler. Peuvent-ils le faire? Rémi, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez dans cet effectif? Est-ce que vous voyez par hasard un point faible? Oui. Un seul Lamine Yamal? Ah non. Ils sont chanteur, hein, Rémi? Non, je vais... Parce qu'on est à quelques heures je vais dire que... Dani Carvajal. Je vais dire que la faiblesse est au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que... Alors, oui, entre Fabian Ruiz, Vitinha... Je vous dis, c'est là-bas... je vous écoute. C'est là-bas la faiblesse. Pourquoi? Parce que vous avez de très bons joueurs de ballon, c'est-à-dire que Neves, Fabian Ruiz, et sans pour autant oublier leur chef d'orchestre Vitinha. Mais le problème, c'est que l'Inter met beaucoup d'impact au milieu de terrain. Et bien évidemment, n'oubliez pas que l'Inter joue seulement avec 3 défenseurs, de telle sorte que même les Di Marco viennent vous faire Di Marco et bien évidemment aussi Dumfries. Ils viennent jouer le surnombre au milieu de terrain. Il a fait mal à Yamal. Hein. Voilà, ils viennent jouer le surnombre au milieu des terrains. Or, ce PSG qui justement va garder 3 joueurs au milieu du terrain risque d'être bouffé. Moi, j'ai vu, lorsqu'on a bousculé justement le PSG, c'est-à-dire que même si le PSG gagne le match retour face à Arsenal, c'est au milieu du terrain que le PSG a beaucoup souffert. Donc c'est pour ça que je dis que l'impact athlétique de cette équipe d'Inter au niveau du milieu de terrain peut faire mal au PSG. Deuxième des choses, et la faiblesse, c'est quoi? Regardez les équipes que Inter a battues. Ce sont les équipes qui ont la possession. C'est-à-dire que face au Bayern Munich, ils ont seulement 39% de possession. Ils passent. Face au Barça, 28% de possession, ils passent. Et surtout, regardez qu'à ces équipes-là, ils ont marqué beaucoup de buts. C'est-à-dire que vous regardez sur les 2 matchs, ils ont marqué 11 buts. 11. C'est-à-dire que le PSG, pour les 2 derniers, c'est-à-dire que pour les quarts et les demi-finales, le PSG a marqué 11. Donc c'est pour ça que je dis que cette équipe qui paraît offensive... Ils en ont encaissé 9 aussi. Oui, cette équipe qui paraît défensive, c'est terriblement profiter des équipes qui ont la possession et ils se projettent très vite. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être la faiblesse du PSG, que une récupération au milieu de terrain, immédiatement on lance et ça peut faire mal. Rémi, est-ce que la finale perdue de 2020 peut leur apporter une certaine expérience, un certain vécu qu'ils positivent actuellement? Même si les circonstances étaient complètement différentes, parce que c'était ce qu'on avait appelé un tournoi final. C'est ce que je voulais dire, que qui était là. Bon, aujourd'hui, on n'y a que Marquinhos, parce que actuellement, on ne peut pas. Voilà, Kimpembe ne va pas jouer. Non, mais il est dans le groupe. Non, il ne va pas jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est là dans l'histoire. Lui, il est dans l'histoire, mais il ne va pas jouer. Une chose aujourd'hui, c'est Pacho avec Marquinhos qui sont là. Bien évidemment, quand on voit quand même qu'ils ont de bons latéraux d'abord. Il y a Hakimi qui est du côté droit et puis vous avez aussi Bruno Mendes qui peut faire des différences. On se dit que les équipes qui gagnent les Ligues des Champions depuis un certain temps doivent d'abord avoir de bons latéraux. Les bons latéraux qui apportent toujours sur le plan offensif. Un bon gardien aussi, ça fait pas de mal. Mais regarde, toutes les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions, c'est-à-dire que les 2 dernières, là, les 2 équipes, elles en ont. C'est toujours les bons latéraux. L'arbitre, ça peut aider aussi. Oui, mais les 2 équipes ont des bons latéraux, là, en l'occurrence. Ils ont des bons latéraux, et puis, ils ont des bons gardiens. Parce que quand vous regardez, le PSG, en Ligue 1, c'est-à-dire Donnarumma a encaissé 35 buts. Vous regardez de l'autre côté, bien évidemment, Sommer a encaissé exactement aussi 35 buts. Et lorsque vous regardez en Ligue des Champions, qui sauve le PSG face à Liverpool? C'est bien Donnarumma. Qui sauve l'Inter face au Barça? C'est Sommer. Et qui est d'ailleurs homme du match. Donc pour moi, à partir de cet instant-là, je crois que ça devrait se jouer. Sauf que
il y a quelque chose qui me gêne et qui risque de gêner beaucoup le PSG, c'est que le PSG est trop donné favori. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà même vu, on va allumer le feu à chaque but marqué. Allez, la tour Eiffel s'allume. Après, Hakimi qui dit que vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que ils se sont moqués de moi là-bas en Italie. Vous allez faire ceci. Et attention, il y a un proverbe africain qui dit, quand vous soufflez sur le feu, vous recevez les étincelles aux yeux. On peut dire c'est le football français évolue bien cette saison, mais je voudrais mettre un bémol parce que lorsque les gens nous écoutent, on croirait qu'on est en train de parler du Barça de Cruyff. On croirait qu'on est en train de parler on parle du PSG de Luis Enrique. Là, on parle du PSG de Luis Enrique. Qu'il faut-il le dire? Il faut le rappeler. Cette Ligue des Champions était 15e. Ne devait même pas aller au bout. On est en train de parler d'une équipe, c'est-à-dire que qui, justement, en cette dernière minute, a réussi à séduire. Mais ne disons pas que c'était un PSG séduisant. Vous le savez, Eric, nous étions ici pour déchiqueter cette équipe. En 2025, ils ont éliminé tous les clubs anglais. Oui, mais... J'entends ce qu'il dit, Rémi, oui. mais... Oui, donc, attends, je vais te dire ça. Ils ont mal commencé, c'est clair. Oui, je voudrais justement donc te dire que il faut savoir que ce PSG-là commence véritablement en 2025. En 2025, enfin, face à Manchester City, quand ils battent 4-2, c'est le 22 janvier. Ils ont aimé les clubs anglais. C'est le 22 janvier. C'est le 22 janvier que le PSG se réveille. C'était déjà avant. C'était déjà avant. En Ligue des Champions, évidemment, mais comment est-ce que tu peux dire avant? Si le PSG ne battait pas, là, il était éliminé. Donc ne dis pas qu'avant, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Beaucoup de gens disent effectivement que le déclic, ça a été ce match contre Manchester City, ou même cette deuxième période, puisqu'il y avait... Oui, mais c'est ça qui est tellement au PSG d'être 15e. Mais déjà avant, Annie, après les mauvais résultats, c'est la victoire à Salzbourg. Déjà, la victoire à Salzbourg. Et ce moment-là commence après la discussion. La victoire à Salzbourg, elle représentait pas une équipe qui progressait. Oui, mais il fallait qu'ils gagnent. La discussion qu'ils ont eue en interne, au mois de novembre, Luis Enrique avec certains de ses cadres. Après notamment les défaites contre Arsenal et contre le Bayern. Où là, effectivement, il y a eu une discussion en interne qui est restée presque secrète et dont on commence à avoir aujourd'hui les explications. Et ils ont mis des choses sur la table, ils se sont expliqués. Ça a amené au repositionnement de Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre, libéré de certaines consignes défensives, ce qui lui a rendu beaucoup plus de fraîcheur au moment d'aller devant le but et donc de commencer à marquer beaucoup de buts. Et c'est là le déclic. C'est pas Manchester City n'est que la conséquence de ces changements qui ont été imprimés au mois de novembre. Alors effectivement, c'est le changement le plus spectaculaire, mais c'est au mois de novembre. Oui, mais dès le mois de novembre, ils ont commencé à enchaîner que des victoires. Ils ne perdent plus. En fait, après, ils ont perdu contre Arsenal, oui ou non? Non, mais c'est pas ça. Contre Arsenal, ils perdent pas. Ils ont perdu un match contre Liverpool, mais à partir du... Ils ont perdu, monsieur Xavier Barret. À partir du 1er décembre, ils ne perdent plus. À partir du 1er décembre, ils ne perdent plus. Donc c'est bien avant que ça commence. La transformation de ce Paris Saint-Germain, c'est que il retrouve une efficacité. Et ça, c'est vrai en championnat. Bon. C'était plus facile en championnat. Mais... Tout l'automne, on comptait les buts qui auraient pu être marqués, parce que dès le départ de la Ligue des Champions, ils ont énormément d'occasions de buts, sauf qu'ils les concrétisent pas. Et du coup, c'est là où ça se transforme en traumatisme et on se dit, ils vont jamais passer, ils vont jamais se qualifier et tout ça. Mais et donc une discussion en dehors de la pelouse a ramené. Je sais pas si c'est vraiment cette discussion ou si c'est le fait que au fur et à mesure, tu commences à prendre conscience que les occasions, tu les crées et derrière, tu deviens efficace quand même. Que le chien a 4 pattes, mais ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Donc aujourd'hui, ce que je veux d'abord dire, c'est la contradiction de Xavier Barret. D'un côté, il nous dit, il y a une équipe qui est magnifique, avec 7 joueurs qui viennent du Sénégal, d'un centre de formation. De l'autre côté, il dit que non, vous voyez, l'autre équipe descend parce qu'il n'y avait pas de Français. Mais tu es en contradiction, mon cher, puisque l'autre... Non, attends. Je vais te dire... Non, mais surtout, Rémi... D'un côté, il y a la cohérence dans le recrutement. Je vais te dire... Non. Je vais te dire, c'est pas les... C'est la gestion des Reims, comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas voir, par exemple, dans les années 77, où on a Bianchi, voilà, Carlos, par exemple, hein, on le voit au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que la gestion était déjà chaotique. Et d'ailleurs, en 78,
Reims est sauvé de justesse. On te fait comprendre que voilà une équipe qui rivalisait avec le Paris Saint-Germain, qui se retrouve d'être relégué. Redressement judiciaire en 91. Oui, le club a disparu, Rémi. Vous avez raison. Disparu. Les trophées ont été vendus. Voilà. Mais Rémi, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que... C'est aussi le manque de moyens, c'est ça? Ah non, c'est un manque de moyens, mais surtout un problème de gestion. Parce que justement, vous avez parlé tout de suite là des joueurs qui sont parfois vendus n'importe comment. Au mercato d'hiver. Oui, par exemple, le président, il dit aujourd'hui qu'il a dû mettre dans de ses propres moyens 7 millions d'euros. Il a une petite entreprise. Je rappelle quand même qu'on avait en tête de se dire on va jouer la Coupe d'Europe à Reims et tout ça, et qu'aujourd'hui mais ils l'ont joué il y a quelques jours. Et c'est ça que je dis que pour conclure, vous allez juste constater que Reims n'a pas été constant au niveau de la conservation de ses joueurs. C'est-à-dire ils prennent des joueurs et immédiatement ils sont repartis, ils ne les gardent pas. Il y a beaucoup de clubs français malheureusement. Donc voilà. C'est un modèle économique à un moment donné aussi. Mais si c'est un modèle économique, il y a donc un proverbe africain qui dit justement que l'aiguille habille les autres mais reste elle-même nue. Après 2020, c'est la deuxième fois que le club parisien va donc avoir le droit d'aller toucher son Graal face à l'Inter. Ce sera à Munich le 31 mai. Que l'on soit parisien ou interiste, que l'on soit français ou italien, la finale de la Ligue des Champions est un événement majeur pour tous les passionnés et les amateurs même de football. C'est un rendez-vous annuel, le match qu'on ne manque pas et surtout la confrontation qui fait parler car la route fut longue pour ces deux équipes et l'heure de vérité approche donc en cette fin du mois de mai. Hier soir, notre émission était consacré à l'Inter Milan. Pour ceux qui nous ont suivis, aujourd'hui, nous allons donc faire un gros plan sur le Paris Saint-Germain. Hein, n'est-ce pas, Eric? Ça vous va? Ça suffit. Ça vous va? On n'a pas besoin de faire un plan. Qui dispute sa deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue à Lisbonne. C'était il y a 5 ans face au Bayern Munich. Alors, l'heure de vérité a sonné. Hier, on se demandait si toute l'Italie était derrière les Nerazzurri de l'Inter Milan. Aujourd'hui, j'avais envie de poser la même question, avoir votre sentiment à tous. Eric, est-ce que vous avez la sensation que toute la France est derrière vous? Non. Évidemment non. Il y a une partie du sud de la France. Dis-nous pourquoi. Mais là, mais après, je comprends. Alors, il y a un peu plus de monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de monde que par le passé. Qu'en 2020 ? Qu'en 2020 et que dans toute l'histoire du PSG, parce que aujourd'hui, le PSG est séduisant quand il joue et ça transcende les frontières, je pense. Ouais, j'allais dire une composition d'équipe qui change et qui correspond un peu plus à un sport collectif qu'à un sport de mise en valeur. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui aiment voir jouer ce Paris Saint-Germain et donc s'identifient un peu plus. Alors après, on sait bien que les Marseillais ne seront jamais derrière le Paris Saint-Germain et c'est normal parce que je comprends. Même si certains ambassadeurs de Marseille ont osé évoquer, alors pour Zidane, la victoire d'une équipe française. Ils ont fait du politiquement correct. Hein, voilà. Je pense qu'il y a. Après, je comprends le principe, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désir certainement français d'avoir un vainqueur français dans cette compétition parce que ça fait tellement longtemps. Oui, 1993. Je pense quand même que on a envie de voir une équipe française. Et cette année, le Paris Saint-Germain a séduit tout le monde. Bah ouais. Le jeu proposé par le PSG, mais déjà un peu l'année dernière, quand ils vont jusqu'en demi-finale, et un jeu flamboyant, hyper collectif, avec beaucoup de jeunes joueurs, et ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que ces dernières années, on voyait le Paris Saint-Germain en province, quand il allait jouer en Ligue 1 surtout, les gens allaient voir Messi, ils allaient voir Neymar, ils allaient voir Mbappé. Là, cette saison, ils sont allés voir une équipe qui joue un magnifique football. Et donc, je pense que cette philosophie incarnée par le jeu prôné par Luis Enrique, eh bien, elle a séduit une grande majorité de Français. Alors, bien sûr, il y a les fadas de l'OM et continueront de dire qu'ils sont contre le PSG. Ouais, mais même dans le Sud, il y a beaucoup de gens qui aiment voir jouer ce Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de maillots de l'Inter qui se vendent, mais un peu du PSG aussi. Oui, alors beaucoup, quand on regarde en nombre, on peut pas dire que ce soit énorme. Mais marginal. Franck, c'est peut-être aussi parce que dans certains pays, c'est ce que nous expliquait en tout cas très bien Mathéo, et ce qu'on comprenait par rapport à certains pays, il y a une culture de club parfois, et qui prime sur le club que représente, même si c'est une équipe française, par exemple le Paris Saint-Germain. Oui, ça peut compter. C'est vrai aussi que depuis l'arrivée des Qatariens en fait à la tête du Paris Saint-Germain, on nous a présenté d'abord le PSG comme un projet global, comme une marque, avec effectivement un agglomérat
de recrues, et ça n'a pas toujours fonctionné, ça n'a même pas fonctionné, puisque hormis des titres nationaux... Oui, puis tout de suite, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis la victoire en Ligue des Champions comme le premier objectif. C'était assez maladroit, mais comme vous l'avez dit tous les deux... prétentieux même, c'est-à-dire qu'on s'achète. Comme l'a dit Xavier, aujourd'hui, tu ne peux qu'être séduit par ce qui est proposé sur le terrain. La plupart du temps, la grande majorité du temps. Si bien que, et je le disais tout à l'heure quand tu parlais, c'est que ça transcende, en fait, le PSG transcende les frontières. Ouais. T'as forcément plus de gens qui le suivent, qui ont envie de voir jusqu'où ces jeunes gens vont aller, et possiblement aller soulever la coupe aux grandes oreilles. Et plus, donc ça veut dire plus de monde qu'en France, de toute façon. En Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Parce que voilà, le PSG fait rêver avec ces petits gars que beaucoup de monde ne connaissait pas en dehors de l'Europe. Il y a aussi la manière qui fait que, alors on le dit, le jeu est prôné, mais aussi le fait de gagner contre les gros, avec la manière et donc avec un esprit plus collectif et donc quelque chose qui correspond plus. C'est une vraie rupture, ça. Exactement. C'est une vraie rupture. Qui correspond à un jeu d'équipe, qui est vraiment un jeu collectif. Ça rappelle évidemment les exemples passés. On peut penser à Chelsea quand Abramovich arrive, il a mis du temps à la gagner cette Ligue des Champions, et de même Manchester City. Ils ont en gros mis une dizaine d'années et c'est en gros ce qui arrive au Qatar. Allez Franck, est-ce que selon vous, ce Paris Saint-Germain est donc prêt ? Je pense qu'ils ne peuvent pas être plus près qu'ils ne le sont actuellement. Tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui est... Et je te rejoins un peu, Rémi, en fait, dans de la difficulté, dans des matchs où, franchement, ça ressemblait pas toujours à grand-chose. Mais ils se sont mis en train. Ça a été comme un diesel. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à enclencher, ils sont allés vers cette série de victoires que, Annie, vous avez décrite, que Xavier aussi a évoqué. Et aujourd'hui, ils peuvent pas être plus près. Près, P-E-R, P-R, accent circonflexe TS, et puis proche en fait de ce sacre. Attention, hein, on va pas leur donner, il va falloir aller la chercher parce qu'en face, mais on en a parlé déjà hier, il y a un adversaire redoutable avec beaucoup de vécu. C'est un adversaire, alors on se moque d'eux, on dit c'est les petits vieux, mais c'est les petits vieux qui connaissent le ballon aussi. Donc ça nous promet un choc. Eric, justement, est-ce qu'on apprend... Alors, on avait un consultant fut un temps qui s'appelait Avibay qui disait on n'apprend pas forcément dans les défaites. Mais là, est-ce que quand même cette finale perdue, peu importe si c'était pas les mêmes joueurs et tout ça, il y a l'Inter aussi qui a perdu il y a 2 ans contre Manchester City. Et on se souvient que Manchester City, eux, ils perdent aussi une finale contre le Real et ensuite ils gagnent contre l'Inter. Est-ce qu'on apprend aussi dans ces moments-là? Est-ce que le PSG peut en avoir retiré quelque chose? Alors qu'il avait une équipe de stars à l'époque. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûr parce qu'il faut avoir quand même pas mal de joueurs qui sont sur le terrain, qui sont concernés justement par cette défaite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, mais c'est dans l'histoire. Il y a un PSG qui a changé aussi de mentalité, qui a changé aussi de détermination. C'est ce qu'on disait. Rémi, je t'entends. C'est peut-être apprendre. Non, mais justement, bien sûr. Je pense que le fait que Luis Enrique arrive, en tout cas. Luis Enrique est vraiment la meilleure affaire qu'ait pu faire le Paris Saint-Germain aujourd'hui dans la construction d'une équipe, dans la mentalité apportée, dans l'humilité et de jamais oublier de qui tu es et ce que tu es. La statistique folle, c'est 10 finales jouées, 10 remportées. Luis Enrique. Non mais même en dehors avec le Barça. Même en dehors de ça, j'ai envie de dire que il a ce que fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui collectivement dans le jeu, tactiquement, dans l'esprit, ce qu'il a été capable de donner aux joueurs, parce qu'il a donné quelque chose aux joueurs, c'est-à-dire les permutations sans cesse de joueurs, le physique qu'a cette équipe du Paris Saint-Germain, parce qu'elle court, elle fatigue son adversaire, elle rend un adversaire fébrile physiquement, et franchement, je l'avais jamais vu ça avant. Au Paris Saint-Germain, même avec toutes ces stars. Aston Villa, c'est Aston Villa qui les a épuisés physiquement. Hein. Il faut le savoir. Hein. Je crois pas. Et il faut le savoir. Mais attendez, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Je pense simplement que... Tu te souviens d'ailleurs que toute la deuxième mi-temps, nous étions là pratiquement en train d'appeler les cardiologues que venaient au secours. Non, je suis pas d'accord parce que mentalement, ils ont donné la possibilité à Aston Villa de revenir dans le match, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une fébrilité du côté Paris Saint-Germain. Mais sinon, en dehors de ça, toutes les équipes contre qui elle a joué, même Liverpool. Xavier, pour répondre à votre question, peut-être aussi la force du groupe, c'est le fait de mentalité, et que quand ils encaissent des buts, ils ont souvent été menés au score, et c'est une équipe qui se remobilise, qui ne se démonte pas par rapport aux événements. Vous dire, en fait, cette expérience à laquelle vous faites allusion des précédentes finales, pour le PSG, il n'y a que Marquinhos qui l'a joué, donc ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ce vécu. Peut-être un peu, mais sinon ça a très peu d'impact. Sinon, quand vous regardez le parcours qu'ils ont fait cette saison,
Là, il y a de l'expérience déjà acquis très vite. Il y a une gestion incroyable contre Liverpool. Défaite à l'aller, ils vont gagner et se qualifier à Anfield. Il y a le tour suivant contre Aston Villa qui était effectivement difficile. Je suis d'accord avec Rémi, le match retour était compliqué à Birmingham. Et puis après contre Arsenal. Donc on a quand même une équipe du Paris Saint-Germain, sans oublier cette phase de poule qui n'a pas été facile, où ils ont quand même emmagasiné énormément de vécu et surtout énormément de confiance. Parce qu'ils avaient un entraîneur, oui, de difficulté, mais de confiance, parce que l'entraîneur a toujours dit non, on va continuer comme ça va nous sourire, il a jamais changé son discours. Alors il y a eu ces discussions en interne où il y a eu certaines choses qui ont été mises à plat et recadrées, mais vis-à-vis du monde extérieur, il y a toujours cette grande sérénité. Et dans ces séances d'entraînement, alors on n'y est pas, mais on a des échos qui nous reviennent, il prépare vraiment ses joueurs pour qu'il n'y ait pas de problème d'émotion émotionnel, qu'il n'y ait pas un problème émotionnel au moment de la finale. C'est-à-dire qu'il joue tout le temps de la même façon. C'est lui qui les arbitre, donc qui ne proteste pas contre l'arbitre pour faire face aux éventuelles décisions défavorables. Donc tout ça, il le prévoit depuis longtemps. Et comme l'a rappelé Rémi Ngono, pour une fois je suis d'accord avec lui sur une stat, 10 victoires de Luis Enrique, 10 finales de Luis Enrique, 10 victoires. Donc c'est aussi un savoir-faire qui bénéficie aujourd'hui au PSG. À quelques heures de ce coup d'envoi, désormais, a-t-on une idée de qui sera titulaire? Alors j'imagine que dans les cages et derrière, il y a un peu moins de questionnements. C'est peut-être plus vers le milieu et surtout les attaquants. Il y a des hésitations entre Barcola, Doué, après Dembélé, évidemment, on pense qu'il n'est plus blessé. Qu'est-ce que vous en diriez? Que c'est évidemment l'équipe type qu'on voit affichée. Pour ceux qui nous regardent, alors, voilà, bien sûr. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Voilà, exactement. Après, évidemment que l'interrogation, elle est sur Doué et Kvaratskhelia, puisque Kvaratskhelia n'a pas joué la finale de Coupe de France et que Doué a été très très bon pour la finale de Coupe de France. Donc on peut se poser des questions, mais sincèrement, par le profil de l'équipe adverse aussi, parce qu'il y a souvent Luis Enrique sait à qui il a affaire, et du coup il s'adapte un petit peu aussi à son adversaire tout en gardant une identité de jeu. Je pense que Kvaratskhelia va commencer aussi parce que Doué est bien meilleur qu'un Kvaratskhelia à rentrer en cours de match. On sait ce qu'est capable d'apporter Doué dans la percussion, dans l'insouciance, parce que lui qui joue 10 minutes ou qui joue tout un match, c'est la même chose. Et ça, c'est quand même un plus énorme pour quand tu as un joueur comme ça sur ton banc, tu sais il est capable de te faire la différence, et je pense qu'il sera capable de faire la différence. Donc vraiment, dans cette configuration, je pense que Kvaratskhelia va jouer. Qui va être, selon vous, un des hommes les plus importants? Ça sera Ousmane Dembélé? C'est enfin le moment marquant dans une finale d'Ousmane Dembélé, Franck? Peut-être lui, mais on l'a souligné depuis le début de l'émission, en fait, et depuis des mois, en vérité, c'est un Paris Saint-Germain collectif. C'est difficile d'en détacher un plus que l'autre. Moi, évidemment, avec ma sensibilité de gardien, j'ai envie de vous dire que si le PSG va chercher la coupe, c'est sans doute parce que Donnarumma aura su être décisif. Voilà. Mais il y a tellement de talents, et c'est des talents qui s'additionnent. Vous voyez, c'est pas des talents qui sont qui se repoussent comme ça peut être le cas par le passé. Donc, moi, je crois d'abord aux vertus du foot collectif prôné par cet homme, Luis Enrique. Enfin voilà, ce qu'il fait. Ah, t'as raison, Eric, complètement. Et on sera tous d'accord là-dessus. Toi, tu l'as rappelé sur les finales remportées par Enrique. Il a tout changé. En quelques mois, avec un effectif qui avait perdu entre-temps Kylian Mbappé, il a tout changé. Et on a envie que ça continue, tout simplement. Et qui s'est renforcé, parce que l'arrivée de Kvaratskhelia, c'est quand même énorme. Et Doué. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable quand même, parce qu'il n'a pas changé énormément de choses. Il a changé très peu de choses, mais c'est tellement chirurgical, et cette équipe est chirurgicale aujourd'hui. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Rémi. Alors évidemment qu'il y a de l'impact au milieu de terrain, mais c'est pas la faiblesse. Je pense que la différence, elle va se faire sur la participation de Mendes et d'Hakimi, parce que c'est eux les renforts au milieu de terrain. Tu parles de milieu de terrain, mais en fait c'est quasiment des milieux de terrain, sauf qu'il va falloir défendre. Ce que fait très bien le PSG, et ce que fait très bien le PSG collectivement, c'est-à-dire que tout le monde défend. C'est pour ça que là, on n'est pas sur une même configuration, c'est-à-dire que tu as toute l'équipe qui défend en même temps, et donc du coup, Hakimi et Mendes sont obligés de défendre, donc leur implication dans le travail défensif, parce qu'il va y avoir de l'impact aussi offensivement du côté de l'Inter, donc c'est être bon, comme ils l'ont fait contre Liverpool, où il fallait être bon contre Salah, il faut qu'ils soient bons défensivement, et après qu'ils apportent ce qu'ils sont capables d'apporter. C'est là qu'ils vont faire la différence. Il y a un élément que je suis assez d'accord avec les analyses qui ont été faites, mais il y a un élément qui n'a pas été évoqué, c'est que le PSG joue avec 3 attaquants, alors que l'Inter ne joue qu'avec 2. Oui. Donc c'est plus facile pour le PSG de contrôler 2 adversaires
que pour l'Inter d'en contrôler 3. Mais vous avez vu surtout, que même Acerbi marque. Oui, mais bon, on va pas revenir. Il marque un but qui aurait dû être refusé. Mais bon, même sur les côtés, quand vous avez Barcola et Gvara ou Doué et Gvara, eh bien Dumfries et Di Marco, les latéraux de l'Inter, ils sont obligés de rester en position défensive. Donc le PSG, ils montent vite. Hein. Ils montent vite, mais ils vont procéder qu'en contre-attaque. Et donc je pense effectivement que le rôle des milieux de terrain et notamment de Vitinha va être central parce que sur les contre-attaques de l'Inter, Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Barella, qui sont des très bons joueurs de ballon, doivent servir très vite Thuram et Lautaro Martinez. Et c'est là où le rôle de Vitinha, de Fabian Ruiz aussi bien sûr, et de João Neves, le troisième larron, va être très important pour briser ces contre-attaques. Xavier, juste une petite question, parce que parfois on s'est étonné, on s'en souvient, le PSG jouait sans joueurs français, n'est-ce pas? Les Italiens et l'Inter ou d'autres équipes italiennes, ça leur arrivait. Là, il y a quand même beaucoup de joueurs italiens de part et d'autre. Italiens pour l'équipe italienne et français pour l'équipe française. Hein. Je crois qu'il y en a 4 de chaque côté. Il y a Donnarumma surtout. Non, mais je dis des Italiens avec l'équipe d'Italie et des Français dans l'équipe de France. Ah, des internationaux. Ah oui. Mais non, je parle pas d'internationaux, je parle de français. C'est-à-dire, par exemple, Doué, Dembélé, Barcola, dans l'équipe qui sont tous internationaux, oui. Oui, peu importe. Et les Italiens, Acerbi, là, il vient d'être appelé, mais Bastoni, Barella, Di Marco. Mais ça montre qu'effectivement, on a deux très grandes équipes avec des effectifs très riches. Mais surtout, quand même, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans les clubs, ils sont dans un pays, mais ils ont aussi quand même des. Oui, mais ça, on peut que louer effectivement nationaux, le choix du Paris Saint-Germain, qui à un moment a été très international dans son recrutement, de se recentrer sur des joueurs français et surtout sur des jeunes joueurs français auxquels il offre effectivement un tremplin formidable. Alors une dernière question. Évidemment, il n'y achèterait pas que le meilleur gagne. On dit aussi qu'il migliore gagne, je crois que ça se dit comme ça en italien. Vous êtes meilleur en portugais. Qui est le miglior gagne. Qui va gagner? Paris pour moi. Et quel score? Allez, donnez-nous un petit score. Le score, c'est difficile. 3-1 ou 2-1. Bon, non, mais c'est bien, Eric Sejeance. 2-0 Paris Saint-Germain. Oh, carrément. Rémi? 3-2 Paris Saint-Germain. Franck? Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but. Au tir au but. Ah oui, ça veut dire que ça va souffrir. Je pense que ça sera pas. Ça va être long. Je ne sens pas que ça soit aussi simple que effectivement. Ça sera pas simple. Non, mais il y a une odeur de. On a déjà gagné ici en France. On a vu l'Inter, on l'a vu ensemble. Vous avez vu les matchs de l'Inter aussi. Donc c'est pour ça que je suis pas persuadé que Paris se balade. Mais tant mieux. Non. Le plaisir d'en sera. Dire que Luis Enrique, il sait très bien tout ça. C'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je suis pas très inquiet dans l'approche psychologique de cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que je sais qu'Enrique est là et que il va vite les remettre sur terre en leur disant on voit qu'à la mi-temps, il s'est changé les choses. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est d'aller élever la coupe. Après, alors, avec les tirs au but. Moi, je vais être très égoïste, mais je dirais que l'important pour les spectateurs et pour tous ceux qui seront en tribune, c'est offrez-nous, messieurs, une belle finale du spectacle. Et alors, si ça pouvait ressembler à Barça-Inter ou Inter-Barça, on n'achètera pas trop. Nous, on aimerait bien. Non, oui, je sais bien. Les finales, c'est rarement comme ça. En tout cas, chers auditeurs et internautes, sachez que demain sur RFI, alors d'abord dans Mondial Sport, Sofiane Amazian évoquera ces 15 finales européennes qu'ont disputé déjà des clubs français, notamment Reims-Marseille, mais Paris-Marseille, mais aussi Bordeaux-Saint-Étienne. Et puis une soirée sur l'antenne de RFI spéciale Ligue des Champions avec le service des sports, et le débrief aura lieu évidemment aussi dans Radio Foot lundi. Mais ironie de l'histoire, alors qu'un club français s'apprête peut-être à écrire l'histoire, un autre grand club qui l'a écrite l'histoire, il vit la relégation. Le Reims ne doit pas mourir, c'est dans nos mains qu'on tient son avenir. Nous avons tous gardé dans notre cœur le champagne pour les autres. Hier soir, le match retour des barrages, c'était à Auguste Delaune, à Reims, entre Reims et le FC Metz, a signé la relégation des Rémois. Ils descendent en Ligue 2, 7 ans après être revenus dans l'élite du football français. La saison où ils avaient justement disputé cette saison une finale de Coupe de France, et ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas disputé. Surtout cette équipe, ce club, il a déjà gagné 2 Coupes de France, il a déjà disputé 2 finales de Ligue des Champions, mais c'était il y a très longtemps, dans les années 50. Ses dirigeants
très désargenté. C'est pas le Qatar, hein, certes, le Stade de Reims, mais ils n'y sont pas pour rien non plus dans tout ce qui arrive à cette pauvre équipe. L'Union, le quotidien, l'Union de Reims a titré ce matin « Terminus, le stade descend ». Franck, c'est une triste histoire, toujours un club qui descend. Bah, surtout, vous l'avez rappelé, c'est un club historique, mais ça commence à dater maintenant quand même. Hein. On est à 70 ans après. Mais c'est un club qui a beaucoup compté dans le football français, pour l'équipe nationale aussi, puisqu'il portait de très nombreux internationaux. À l'époque, l'équipe de France, c'était quasiment le Stade de Reims et puis quelques garçons comme ça du Racing. C'est un club... il y a quelques jours, je faisais partie de cette émission où vous avez reçu Samba Diawara, quelqu'un que j'apprécie énormément. On est l'ami de son frangin, son jeune frère Fousseni. Forcément, ça nous attriste pour le travail que lui avait commencé d'accomplir. Mais force est de reconnaître qu'en face, il y a un adversaire qui est allé chercher aussi cette promotion. Il ne faut pas l'oublier dans l'histoire. Et ils étaient dans une vraie dynamique, le FC Metz, avec le coach Le Mignan. Et ils ont 7 joueurs sur les 16 alignés hier lors du barrage retour, 7 joueurs qui sont passés par Génération Foot au Sénégal. Au FC Metz. Ouais. Et malheureusement, je pense qu'il y a on connaît l'accord entre les deux clubs. Et ça, c'est un grand bravo pour Génération Foot, et pour le FC Metz d'être. Ça fait une vingtaine d'années que ça. Non, mais justement, ça continue, tu vois. Et je pense que c'est le contraste qu'on peut retirer de leçon du barrage d'hier, c'est que Metz est dans une politique de continuité, de stabilité au niveau du recrutement, cette filière avec le Sénégal. Ils sont un peu perdus en route il y a quelques années. Oui, parce qu'ils étaient descendus. Le yo-yo avec la Ligue 2, l'année dernière, ils étaient déjà descendus. Ils étaient en barrage. Ils avaient perdu. Ouais. Ils continuent à avoir une politique raisonnable et stable. Le Stade de Reims, lui, a un très bon centre de formation. Mais vous voyez, l'équipe alignée hier, il n'y avait pas un joueur français. Que des étrangers. Alors, ils vont chercher des Japonais, des Suédois, des gars d'un peu partout. Ils font avec leurs moyens, Xavier. Non, mais leurs moyens, ils ont des tu peux avoir des étrangers au centre de formation. Atangana, qui est pour moi un joueur bourré de talent, qui a été champion d'Europe des 17 ans il y a 3 ans, je crois, avec l'équipe de France. Là, il était remplaçant hier. Je l'avais vu très bon au Parc des Princes. Donc, il y a des choix quand même qui ont été étranges. Il faut rappeler aussi que la situation économique de Reims, comme d'autres clubs français, est très ennuyeuse. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dû vendre. Ils ont dû vendre à Noël. Deux des meilleurs. Agbadou et Mounetsi, international ivoirien et international du Zimbabwe, qui étaient les piliers de l'équipe et qui sont partis en Angleterre. Et forcément, ça a affaibli l'équipe. Le problème, c'est la descente en Ligue 2, Eric. C'est vrai que c'est dur pour après de réussir à remonter. C'est un championnat très différent. Faut pas oublier que c'est cruel quand même. J'ai envie de dire que faut pas oublier que ça se fait à 1 minute de la fin contre Strasbourg et que Strasbourg, si Strasbourg fait le job. Si Strasbourg fait le job, alors je dis pas que le Havre n'a pas fait le job, mais si Strasbourg reste solide pendant 1 minute, il y a pas de descente, c'est une autre histoire, et c'est pour ça qu'ils sont pas prêts en fait. Ils sont pas prêts parce qu'ils sont partis sur la finale de Coupe de France et du coup tu te concentres pas sur un sauvetage de dernière minute de ta saison qui a déjà été difficile. Donc voilà, le contexte fait que t'es pas prêt et que la gestion aussi du club sur toute la saison n'a pas été bonne, et donc il y a tous ces paramètres-là qui font que ça change. Rémi, c'est aussi l'ironie du sort, c'est-à-dire que cette année, ils disputent la finale de la Coupe de France, qui est quand même quelque chose de prestigieux en France, et ils la disputent et ils se perdent aussi peut-être autour de cet événement, alors que le plus important, c'était de rester en Ligue 1. Ah oui, mais parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que